Bienvenue sur la chaîne Culture Finance pour tous. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial du nom de Mohamed Sissouma, président du groupe Elite, donc, qui va se livrer à nous, qui donnera son point de vue sur un sujet principal qu'on va aborder aujourd'hui, qui est l'industrialisation en Afrique et son impact dans l'économie de manière globale en Afrique, mais surtout en Afrique de l'Ouest. Bonjour Mohamed Sissouma. Bonjour Martin, merci de m'avoir invité. Bienvenue. Merci. Je suis très ravi de te rencontrer. On a été connectés à travers un ami qu'on a en commun. Et donc aujourd'hui, on va aborder un certain nombre de sujets. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Ok, merci. C'est toujours difficile de se présenter. Je vais tenter. Donc, moi, je suis Mohamed Sissouma et je suis le président de Elite. Voilà, Elite qui est une association qui fait la promotion de l'excellence académique et professionnelle au sein du développement de l'Afrique. Et côté professionnel, je suis responsable adjoint d'opération maritime pour la région Inde, Moyen-Orient et l'Afrique. Voilà. Bravo, c'est super un poste. C'est de grosses responsabilités ce type de poste. Oui, en effet, c'est de très grosses responsabilités parce que l'idée évadée de notre travail, c'est de prendre des décisions fortes chaque jour. Et c'est pas trop de pression, c'est. Oui, il y a entre ce poste et le poste et Elite, comment tu trouves le temps? Bon, Elite, c'est une passion. Hein. Donc, quand on travaille avec la passion, mais sans pas le temps, mais il y a quand même beaucoup de sacrifices. Donc, Elite, c'est le soir, c'est à 1h du matin, c'est à 2h, c'est de s'organiser juste après le boulot, aller dans le rendez-vous et tout ça. Donc, c'est vraiment un engagement avec passion. Comment tu atterris dans ce domaine-là? C'est quoi le parcours scolaire et le parcours académique, enfin, jusqu'au parcours professionnel, hein? Juste un petit bref, hein, juste pour que nous disions, parce que parfois c'est des choses qui motivent des jeunes qui nous écoutent d'ailleurs, donc c'est important pour nous parfois de connaître le parcours de nos auditeurs. Bon, franchement, mon parcours, quand même, il y a beaucoup de. Moi, je me suis retrouvé dans le domaine maritime et puis voilà. Bon, je suis un peu produit ivoirien. Je suis diplômé de. J'ai eu le bac au lycée classique d'Abidjan, le bac C. Comme tu dis interne. Voilà, c'est ça. Et ça te sert une personne, hein? Exactement, Laurent Gbagbo, Simon Nivé, Lamine Fatiga. C'est une super école en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est une école qui forme le président. C'est ça. Donc, tu es président de l'État. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'était un des lycées d'excellence de la Côte d'Ivoire. Et après, je suis parti à l'université où j'ai fait un tronc commun de mathématiques. Et étant en licence de mathématiques, j'ai eu une bourse d'études pour aller en Algérie pour faire des études d'ingénieur en sciences de la navigation. Et après ça, j'ai travaillé en Algérie. Voilà, en tant qu'officier de la marine marchande, j'ai conduit des bateaux pendant 7 ans. Ah, tu sais piloter des bateaux et tout? Ouais, je suis capitaine de long cours. Ah ouais. Alors, moi, tu dois m'appeler capitaine. Voilà, donc je suis capitaine de long cours. Et après, je me suis dit qu'il fallait aussi ajouter encore une marque d'excellence à mon profil. Donc, j'ai postulé à l'école des mines de Paris. Donc, je suis revenu à l'école. J'ai refait encore nos diplômes. Et dans ce cadre-là, je suis parti en Martinique, aux Antilles, où j'ai fait mon stage chez EDF. D'accord. Et j'ai travaillé pendant 3 ans aux Antilles. Et puis, depuis 2020, je suis revenu en tant qu'expert naval. Ici en région parisienne. Ça n'a pas été dur de laisser la famille, ou tu as de la famille ici, ça se passe comment? Bon, j'ai la famille en Côte d'Ivoire, mais ici en France, voilà, j'ai la famille, mon fils, voilà, et tout ça. Quand tu quittes la famille et tu commences à avoir un parcours comme ça, tu montes en Algérie, en Côte d'Ivoire, après en France, tout ça, c'est pas des choses qui t'impactent plutôt négativement ou positivement dans ton parcours? C'était quoi l'apport de la famille à ce niveau-là? Non, mais en fait, moi, en réalité, j'ai grandi à Treichville. Ah, moi aussi. Ah bon? Ouais. Ah, mais c'est une très bonne nouvelle. J'ai grandi à l'avenue 11 rue 18. Ah ouais, moi j'étais à la Cité Douane, Treichville. Cité Douane, ah ouais, je connais la zone. Voilà, donc je suis un enfant de Treichville. Et donc tu comprends quand tu grandis dans les avenues à Treichville. Donc quand tu sors de ce lot-là, c'est quand même, quand on a grandi à Treichville dans ce quartier, quand même l'aspect familial qui est très important. Exactement. Comment tu supportes ça après que tu quittes ta famille? En réalité, en fait, tu te dis que tu es en mission. Donc on est poussé par son ambition. Exactement. Et tu te dis ce que je fais, ça va apporter quelque chose à la famille. Et c'est ça qui t'étraîne. Donc c'est ta motivation intrinsèque en fait, en réalité.
Et donc, finalement, tu te dis, chaque jour, ce que tu fais, c'est pour apporter des solutions aussi à la famille. Pour nos besoins familiaux. Exactement. Et puis, c'est une fierté, tu es une fierté de la famille. Donc, tu ne vois même pas le temps passer. Tu avances. Tu regardes juste voilà, c'est ça. Le futur. C'est ça. Très très beau parcours. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. On est très fiers de rencontrer des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains qui ont des parcours assez intéressants et inspirants. Comme M. Mohamed. Merci. En tout cas, nous sommes très très contents de te recevoir. Et donc aujourd'hui, en fait, on t'a reçu surtout parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse tous les deux, c'est le sujet de l'impact de l'industrialisation, parce qu'effectivement, tu travailles dans le domaine industriel et maritime. Et on aimerait avoir un peu déjà ta vision par rapport à ça, et après on creusera un peu au fur et à mesure. Toi aujourd'hui, quand tu regardes le contexte économique et géopolitique de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de l'Ouest, d'un point de vue industriel, qu'est-ce que tu as dit? C'est une bonne question. C'est une question, je ne sais pas par où je vais commencer. Je pense que ce qui est important déjà, c'est d'aller même déjà à la source même de la définition même de l'industrialisation, comme nous a montré à l'école, je pense que c'était au lycée, ou peut-être à l'école primaire, les secteurs qui sont en général présentés dans la société. Le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Le secteur primaire qui est le secteur des matières premières, le secteur secondaire qui est le secteur de l'industrialisation des matières premières, de la transformation des matières premières, c'est ça que l'on appelle en réalité l'industrialisation. Et puis il y a le secteur tertiaire qui est le secteur des services. Et donc, quand on regarde nos pays, on voit que le secteur primaire, oui, on est bon. Et en même temps, on saute, on vient dans le secteur tertiaire. Donc, le secteur secondaire, il a en quelque sorte sous-traité. Et donc, forcément, si on n'a pas le secteur secondaire, en termes de souveraineté, on n'est pas puissant. Donc, déjà, ça, c'est un problème de souveraineté. Maintenant, en termes de développement aussi, il y a quand même aussi un impact un peu sur le développement social, parce que le secteur secondaire va créer beaucoup d'emplois. C'est pour ça qu'il y a le chômage chez nos pays, puisque en réalité, on sous-traite en réalité notre industrialisation. Parfois, on peut dire qu'il y a certaines entreprises de transformation dans nos pays, mais en réalité, l'industrialisation, c'est pas vraiment, c'est pas en réalité des machines. C'est pas seulement des machines. J'ai reçu ici un invité qui disait que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est certes l'industrialisation, c'est surtout qu'on n'a pas des champions nationaux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, champions nationaux, ça relève aussi de la souveraineté des États, de maîtriser son économie. Oui, c'est très important, mais c'est important d'avoir des champions nationaux pour maîtriser notre économie, mais en même temps aussi, le plus important, c'est le savoir-faire. Sur le champion national. Je pense qu'on n'a pas la main-d'œuvre, on n'a pas le savoir-faire en Afrique pour mettre en place des industries, dans les sujets très étranges. Mais factuellement, aujourd'hui, je avais dit par exemple, quelle est la technologie qui domine le monde aujourd'hui qui vient de l'Afrique? Aujourd'hui, avec même l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a Mistral pour la France, il y a ChatGPT pour les États-Unis. Quand on regarde la liste, il n'y a aucune invention qui vient. Il y a l'industrie 4.0. Donc, forcément, toute cette technologie-là, en réalité, est en quelque sorte sous-traitée. Même si un champion national, ces machines seront fabriquées à partir de la Chine, il va transformer ces machines. Donc, si la Chine, le champion national, décide de ne pas lui donner les machines aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Qui le finance, ce champion national, même s'il est au pays? Donc, en fait, c'est ça. Et c'est ce que moi j'appelle en réalité la co-industrialisation. L'industrialisation, en fait, c'est la capacité à agir de manière systémique sur la chaîne, à avoir la maîtrise sur toute la chaîne, sur la fabrication, la transformation et même les matériels qui permettent de produire. Il faut savoir aussi les fabriquer. En ce moment, on devient un pays réellement industrialisé. Mais si on prend des compétences qui viennent de l'extérieur, qui s'installent, qui installent leur industrie, par exemple, lorsque Peugeot va en Côte d'Ivoire, installe, c'est un exemple, même une industrie de fabrication de voitures. Mais ça appartient à Peugeot, la technologie. Donc dans la co-industrialisation, mais pas vraiment dans l'industrialisation. C'est pas seulement qu'il y a des machines, il y a des industries dans un pays, on ne dit pas que ce pays est industrialisé. Dans la définition dure de l'industrialisation, c'est la capacité du
du pays, avoir des compétences pour fabriquer cette chaîne de production sur toute sa chaîne. Donc aujourd'hui, toi, tu estimes qu'on n'a pas cette capacité, on n'a pas, cette main d'œuvre, on n'a pas pour se permettre. La capacité peut se définir par deux choses, c'est-à-dire le potentiel. Mais comment t'expliques, je rebondis là-dessus pour une question, comment t'expliques qu'aujourd'hui, en Afrique, comme partout dans le monde entier, on trouve des Africains dans tous ces secteurs d'activité-là, qui sont parfois à des postes intéressants. Je prends ton cas, tu as un poste quand même qui n'est pas de moindre, et qui est dans une industrie quand même assez importante, dans laquelle la Côte d'Ivoire est capable de compétir, parce qu'on a quand même une école d'académie, une école dans le secteur maritime, etc. Comment t'expliques aujourd'hui qu'on ait des personnes qui ont ces capacités? Parce que de mon point de vue, on a des personnes. Après, tu me diras le contraire si tu veux. Mais est-ce que ça ne relève pas d'une volonté politique vraiment pour mettre en place ou dérouler cette industrialisation-là? C'est pour ça que je rebondis ici sur la capacité à deux définitions. Il y a la capacité qu'on appelle le potentiel, et puis il y a la capacité vraie. Il sait faire. C'est quoi? Il a le savoir-faire. Donc on a le potentiel, mais pour le moment on n'a pas le savoir-faire. Ça, il faut être factuel. C'est comme quand je dis, quelle est la différence entre une énergie cinétique et une énergie potentielle? L'énergie potentielle, quand je place le verre, il est là, il est au bord. Donc il y a un potentiel parce qu'il y a une hauteur. Pour que le verre puisse tomber, il faut le pousser, il faut créer une petite inertie. C'est cette inertie-là qu'on appelle la volonté politique. Et cette manière de penser. C'est pour ça qu'on dit en réalité l'industrialisation est un contrat social. C'est un contrat social, voilà. Donc c'est ça. Donc on a le potentiel. Donc ce potentiel, il faut l'accompagner d'un environnement pour créer. Et c'est la volonté politique. Mais pas seulement que la volonté politique. La volonté politique est une condition qui est en réalité nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire, même s'il y a une volonté politique pour créer l'industrialisation, ce n'est pas suffisant. Il faudrait quoi, selon toi? Mais il faudrait aussi que nous, toi et moi, nous les privés, on puisse s'engager dans cette industrialisation. Tu vas me permettre un peu de faire un peu une analogie avec la France, par exemple. Quand la France, dans l'histoire de la France, quand la France a voulu s'industrialiser, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, c'est le privé qui a accompagné l'industrialisation de la France. On est d'accord? Oui. Il y a le concept du saint-simonisme. Le saint-simonisme, c'est quoi? C'était un courant philosophique, économique et social qui disait qui vient de la ville de Saint-Simon, qui était inspiré dans la ville de Saint-Simon, qui disait que, c'est un principe fondamental, qui disait que la primauté, c'est l'industrialisation et le progrès scientifique. Donc ils sont partis déjà avec ce concept-là, avec ce groupe-là. Et puis deuxième chose, ils disent que, en fait, cette industrialisation doit se faire, mais elle doit se faire de manière collective, pas une propriété individuelle, le capitalisme. Donc elle doit se faire de manière collective. Et puis troisième point, ça c'était impressionnant avec le saint-simonisme. Ils disent qu'il doit y avoir l'égalité entre l'homme et la femme. Ça a été créé au 19e siècle, au début du 19e siècle. Et ça a inspiré les frères Péret, qui sont le privé. Les frères Péret qui viennent, qui décident aussi d'investir dans l'industrialisation. C'est pour ça qu'ils créent le crédit mobilier. Donc ils investissent dans les chemins de fer et dans ces choses-là. Et c'est comme ça après que l'État maintenant suit cette industrialisation. Donc, cette inertie doit venir aussi de nous. Donc, c'est tout un environnement. Créer ce contrat social, créer cet environnement. C'est là que doivent agir les champions nationaux. C'est là un vrai champion national. Un vrai champion national, ce n'est pas l'État qui le fait. C'est lui qui s'est fait et l'État l'accompagne. Avec une vision. Alors, moi, ce que je pense, par exemple, je pense que l'État a une grosse part de responsabilité dans l'industrialisation, peut-être même 60%. Pourquoi? Parce que le rôle de l'État, ce n'est pas forcément de donner de l'argent ou l'État doit créer des conditions pour que les industries ou les champions nationaux puissent grandir. Par exemple, moi, il y a un fait, par exemple, qui me marque très souvent dans la politique africaine, c'est le rôle que jouent les députés dans la gouvernance dans l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos députés ne jouent pas leur rôle. Quand on prend le cas de l'emploi, par exemple, quel député qui a proposé une loi pour encadrer l'emploi en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest? Quel député qui a proposé une loi qui permet aux entreprises d'employer des jeunes, etc., etc.
Est-ce que là, le rôle de l'État, ce n'est pas surtout de créer les mécanismes juridiques ou le mécanisme légal pour que l'environnement s'y prête, que les industries puissent naître? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Oui, en fait, c'est ce que je disais quand je dis l'État est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante. C'est clair. Ça veut dire que si on veut aboutir à l'industrialisation, on doit forcément passer par une volonté étatique. En effet, oui. Mais ça ne suffit pas. Et pour que la condition nécessaire et suffisante pour créer une situation d'industrialisation, il faut que nous aussi, en tant que privés, on s'engage aussi dans cette industrialisation. Mais en même temps, quel pourrait être le rôle de l'État? Ce que tu viens de dire, c'est assez intéressant aussi chez les députés. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, le rôle du député aussi, c'est de faire des propositions de loi. C'est ça, si je veux dire. Pour améliorer les conditions de vie des populations. Bon, ce député aussi doit avoir quand même une certaine vision. Aujourd'hui, c'est un travail à faire, on est d'accord. Donc, c'est à nous aussi, avec cette éducation que le peuple aura, aussi de choisir, de savoir choisir ses Parce qu'en vrai, si le peuple n'a pas d'éducation sur le choix même de ses élus locaux, ça pose un vrai problème, parce que l'industrialisation, comme tu le disais au départ, c'est à la fois l'État, c'est aussi les populations. Donc l'État joue pas son rôle, les populations non plus ne jouent pas leur rôle aussi. Non, mais ce qui est intéressant, la population a voté un président. En réalité, la population joue son rôle. La population a voté un président, parce que le président a défini une vision. Le président, quand il est élu, il va définir un gouvernement. Et ce gouvernement, il va faire de telle sorte qu'à l'Assemblée nationale, ce gouvernement soit maîtrisé par un groupe de députés. Et c'est le Premier ministre qui va donner, il donne le cap, et puis le Premier ministre va gouverner. Et donc, ce gouvernement, c'est lui qui doit travailler sur les politiques d'industrialisation et proposer aux députés qui vont faire des propositions de loi. Voilà, qui vont effectivement amender tout ça. Et puis, effectivement, il y a des députés qui auront quand même certaines compétences. Par exemple, s'ils sont des ingénieurs qui vont de leur côté ou de l'opposition proposer aussi, faire des choses aussi pour pouvoir améliorer. Donc, en réalité, l'État, le peuple, quand le peuple choisit son président, il a fait sa part, en réalité, moins à 80%, si je veux parler du côté politique. Bah parce que on est sur la partie politique et tout, mais pour moi, est-ce que l'erreur aussi ne vient pas du fait que les populations choisissent leurs élus locaux, pas parce que ces élus locaux ont des visions pour la société, mais c'est plutôt par affinité ou par appartenance ethnique. On en est encore là, malheureusement, en Afrique. Oui. Est-ce que ça aussi, c'est pas un impact? Première question. Ma deuxième question, ça sort légèrement du cadre, mais je fais une étude comparative. On prend la France et la Côte d'Ivoire. La France est un pays, comme tu disais tout à l'heure, industrialisé. Sauf qu'en France, 90% des entreprises qui font l'économie française ne sont pas des grosses industries, ce sont des PME, des ETI. Comment tu expliques ça? Non, mais on revient dans la première question. Il y a deux volets dans la question, dans le choix de la population. Pour les députés, c'est les partis politiques. Donc ça, la population choisit un président, ils choisissent donc ça, il n'y a pas de problème. Même si c'est moi, on s'en rend même, je suis représentant d'un parti politique, ils vont voter. Ils ne vont même pas regarder mes capacités. Mais par contre, le maire, effectivement, ils vont, on dit le maire est nommé, mais en quelque sorte, ils vont élire le maire par effectivement affinité géographique et tout ça, voilà, effectivement. Donc, je crois que là, tu as raison, ça, il faut vraiment... Il y a une question d'éducation des populations. Non, mais en fait, c'est pas mauvais. Hein. En fait, en réalité, chaque pays, chaque environnement a sa sociologie. C'est de comprendre cette sociologie et maintenant de travailler cette sociologie. Pour le moment, on est dans cette sociologie où on vote par affinité géographique ou régionale, telle personne vient... il y a une vraie question d'éducation des populations. Oui, on est d'accord. Il faut vraiment éduquer. Mais pour le moment, on est comme ça. On est vraiment comme ça. Parce que c'est... Aujourd'hui, nous, on voit le côté extrêmement rationnel et pragmatique. Mais il y a le côté social qui est très important, la culture à connaître, il y a des choses, il y a des sortes à maîtriser. La culture comme cette chaîne, hein. La culture. Exactement. C'est pour ça que les gens, parfois, ils préfèrent choisir la personne qui vient de leur région, parce qu'ils comprennent effectivement que celui-là va comprendre profondément leur réalité. Et pourra proposer des choses. Voilà, en dehors même de l'économie, mais aussi il y a
comprendre leur culture, comprendre les codes sociaux qui sont dans leur pays. Par exemple, moi, ça serait très compliqué pour moi, par exemple, et même moi, même si il n'est pas grandi, à moins que j'ai grandi dans une zone régionale des Akans et tout ça, parce que je suis ici il faut. Là, je comprends parce que j'ai grandi, donc je peux être, par exemple, président de région dans cette zone-là. Mais effectivement, quand on monte à un certain niveau, ministre, là, on n'a plus besoin de ce genre de choses-là. On a besoin de créer une certaine intelligence collective. Oui, parce que les élus locaux, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de comprendre les réalités locales. C'est pour ça qu'ils choisissent une personne, voilà. Parce que, voilà, et c'est ça, je trouve ça parfois dommage dans la politique africaine, qu'on parachute des candidats dans certaines zones qui ne connaissent pas forcément les réalités, et que, bien évidemment, il y a ça, mais aussi parfois, je suis des personnes qui pensent qu'il ne faut pas élire tout le monde à des postes. Par exemple, pour moi un maire, ça sort un peu du contexte, hein, mais un maire ou un député ne peut pas être une personne qui n'a pas été à l'école. Ça, je vais discuter des gens, parce que pour moi, être à la tête d'une institution étatique, c'est être capable de comprendre un peu d'économie, un peu de sociologie, un peu de culture, un peu de finance, un peu de... C'est un peu contestable. C'est contestable, en évident, mais évidemment, c'est contestable. Mais je parle du principe que tu gères une institution. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un bilan et que tu gères l'institution, il va se passer quoi? Le bilan va être catastrophique, forcément. Mais est-ce que quand on n'est pas parti à l'école, ça veut dire forcément qu'on ne sait pas ce qu'on appelle un bilan? Mais si quelqu'un qui n'est pas parti à l'école et qui n'est pas capable de pouvoir faire une comptabilité, tu fais comment pour savoir ce qui se passe dans la structure? Un dirigeant n'a pas besoin de faire la comptabilité. Je prends un exemple. Pour ça. Bah, si, au contraire. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être quelques années, il y a un ancien dirigeant de la Côte d'Ivoire qui disait qu'il était en poste et qu'on lui envoyait des bilans qu'il n'arrivait pas à comprendre. Chose qui l'avait poussé à reprendre les études. Oui, à ce niveau-là, oui, où on est. Non, ouais, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit comprendre la finalité du bilan. Oui, mais si voilà, c'est ça, c'est très important. Mais s'il arrive à ce niveau, mais je pense que c'est quand même discutable parce que, regarde, quand la Côte d'Ivoire prenait son indépendance, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient parties à l'école, qui avaient fait de l'université. Hein. Mais le président, au fait, à son époque, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a laissé la Côte d'Ivoire été dirigée par des... Non, mais ce que je veux dire, ils n'avaient pas assez de niveau d'études. Ils avaient le niveau CP, mais ils ont dirigé le pays. Hein. Non, ils ont vraiment dirigé le pays. Non, ce que je veux dire, c'est que... Ils ont dirigé, entre diriger et avoir des résultats qui vont... Non, ils ont eu des résultats, c'est pour ça que nous, on est là aujourd'hui. Oui. Les écoles, non, ils ont eu des résultats, mais c'est discutable, mais l'idéal, c'est ça. L'idéal, mais il y a des personnes qui peuvent être exceptionnelles, qui peuvent sortir du lot. Donc, il ne faut pas qu'on s'en passe aussi des compétences exceptionnelles. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit rigide dans notre raisonnement. Ah oui, voilà, il faut que, voilà, l'idéal, on a un profil idéal, quelqu'un qui a fait l'école, qui connaît beaucoup de choses. Maintenant, on a besoin d'aller très loin à l'école, mais qui peut comprendre des choses, qui comprend les principes de base, la direction d'une structure. Voilà, parce qu'il y a la relation entre les humains qui est une chose. On peut être un bon parleur, on peut avoir du charisme, etc. Et une autre chose, c'est de diriger une structure. Diriger une structure, diriger une entité, ça demande qu'on ait le minimum de compétences. Et ces compétences-là, parfois, on les a pas sur certains élus locaux. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que je dis, mais après, bon. Moi, ma question, c'est est-ce que ça n'impacte pas non plus notre capacité à pouvoir s'industrialiser dans la mesure où ils ne sont pas capables de proposer de vraies solutions? Non, en fait, c'est très complexe, Marie. C'est très complexe. Regarde, aujourd'hui, même si en France, on prend un dirigeant qui n'est pas compétent et on le pose dans l'administration, ça ne va pas déranger. Tu sais pourquoi? Parce que la base est déjà solide. En fait, en réalité, un leader doit savoir s'entourer des gens compétents. Où on doit travailler, c'est créer une administration forte, avec des gens très forts et des fonctionnaires extrêmement forts. Je te donne un exemple quand je parle d'industrialisation. Par exemple, la France a une méthode dans l'industrialisation. Aujourd'hui, je vais te dire un truc, je ne sais pas peut-être si tu sais. Est-ce que tu sais pourquoi, en réalité, je pense que c'est ça, pourquoi les élèves de l'école polytechnique défilent le 14 juillet? Non, ça, d'ailleurs, je ne sais pas. C'est parce qu'en fait, en réalité, ce n'est pas parce que ce sont les plus brillants de la France qu'ils défilent le 14 juillet. En tout cas, à mon avis, c'est parce que l'école polytechnique est sous la tutelle du ministère de la Défense. D'accord, ça je ne sais pas. Voilà, c'est pour ça qu'il... Mais c'est quoi le lien? Le lien, c'est que quand Napoléon créait l'école polytechnique, il voulait former des ingénieurs intelligents et capables de créer des nouvelles technologies dans le domaine de l'armée, de la force. Donc il y avait la vision. Et ce n'est pas fini.
Tu sais que l'école des mines de Paris est sous la tutelle du ministère de l'économie française, de l'économie et des finances. Tu savais ça? Moi, je connais pas donc, ça. En général, donc, les ingénieurs qui sortent de l'école des mines, en majorité, ils peuvent aller dans le privé, mais en majorité, ils vont travailler dans l'administration française. C'est la même chose pour l'école polytechnique. Et il y a des écoles comme ça qui sont là. Et donc, ils ont déjà une administration forte. Donc, même si la tête n'est pas ça, mais il y a des gens qui sont forts. Donc, ce sont ces stratégies-là qui peuvent vraiment apporter vraiment cette industrialisation où, c'est-à-dire des fonctionnaires puissants, une administration forte et compétente. Donc, toutes ces stratégies-là doivent être mises en place. Donc, c'est pour ça que le problème, il est très complexe. Vraiment, il est très, très complexe. Ce n'est pas seulement celui qui est là. Donc, il faut mettre des barrières à tous les niveaux. Imaginons qu'on place un directeur de service qui n'est pas compétent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui savent, qui vont assurer quand même le service. Et c'est ça qu'il faut travailler, la formation des fonctionnaires, toute la stratégie à mettre en place. Mais le leader, c'est un problème. C'est un problème quand même d'avoir un leader qui ne sait pas le minimum. Non, ça va venir cette partie-là. Ça va venir. Il faut que ça vienne de la vision. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le problème, il est systémique et il a un peu toutes les chaînes. Mais je pense que pour le moment, le problème qu'on doit régler. Est-ce qu'il faudrait faire comme la Chine? Parce que la Chine, au départ, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a formé ses populations. Mais oui, c'est là que je voulais en venir. En fait, pour le moment, c'est pour ça qu'il faut mettre des stratégies comme a fait avec la vision de Napoléon et tout ça. Associer les écoles aux administrations, former des ingénieurs qui sortent en se disant que moi, je vais développer mon pays en tant qu'ingénieur. Parce qu'un ingénieur, en réalité, c'est un militaire intellectuel, hein, si on veut vraiment regarder dans le fond. C'est-à-dire que lui, il doit se dire, il faut qu'on mette dans la tête de l'ingénieur que tu ne sors pas ingénieur, même moi, je suis là, hein, je suis un ingénieur africain. En fait, en réalité, quand on sort de notre école d'ingénieur, on ne pense pas à se dire, je vais trouver des solutions technologiques aux problématiques locales. C'est un ingénieur. Il réfléchit, il regarde la société, il regarde qu'est-ce qui se passe, il regarde, et puis il trouve une solution technologique. C'est ça un ingénieur. Il répond à un besoin, à une question. Voilà. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'ingénieurs en Afrique, on assure en général la maintenabilité des systèmes. On va dans ce conflit, on va dans une industrie, on travaille, on améliore, on peut innover, mais on n'est pas, les docteurs peuvent essayer de réfléchir sur ce point-là. Mais c'est un travail de fond à faire sur la partie industrielle. Mais je n'ai pas oublié ta question sur la France, avec les entreprises, les PME, les ETI. La France aujourd'hui ne se considère plus comme un pays industrialisé. Et c'est ce que je te disais dès le début. Parce qu'à un moment donné, quand on fera à comparer le secteur primaire et le secteur tertiaire, la France dit, mais le secteur tertiaire est le plus important. La partie industrialisation, ça prend beaucoup trop. Donc, ils ont délocalisé les industries. Donc, aujourd'hui, ils sont dans une stratégie de réindustrialisation. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'industrialisation, mais qu'est-ce qui fait l'économie en vrai? Qu'est-ce qui fait la force d'une économie? Est-ce que ce sont les industries ou est-ce que c'est la force des entreprises locales? Non, les deux. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, 80%, parce que je prends le cas de la France encore, une fois de plus, c'est bien que la Côte d'Ivoire, hein, plus tard, parce que c'est un peu notre souhait, c'est que ce qui fait la force d'une économie, c'est la capacité à cette économie à collecter la TVA sur les impôts. Donc les entreprises sont capables de collecter les impôts, ce n'est pas les industries. Les industries, c'est vrai, il y en a, c'est important parce que c'est l'image du pays, etc. Mais les entreprises de manière individuelle dans le pays, ce sont ces entreprises-là qui créent de la valeur en employant. En payant les impôts, etc., qui permet à l'État d'avoir de la liquidité pour financer l'économie, donc financer les hôpitaux, etc. Donc, est-ce que la question n'est pas ailleurs? Quand on parle d'industrialisation de l'Afrique, est-ce que la question n'est pas plutôt liée à comment on fait pour créer des champions nationaux, à créer des entreprises, à encourager les jeunes, des Africains à créer des entreprises pour que ces entreprises-là puissent recruter, baisser le chômage et permettre à l'État de collecter suffisamment? Mais oui, en fait, c'est un processus, c'est une vision. Comme ce que je disais, c'est un contrat social. Aujourd'hui, tu vas regarder partout, c'est rare de voir une entreprise de service qui embauche plus qu'une entreprise industrielle. Regarde, le plus grand employeur en France, ici, peut-être c'est EDF, peut-être que je peux me tromper. EDF, c'est de l'industrie.
C'est l'industrie. C'est là-bas, il y a des ouvriers, c'est là-bas qu'on a beaucoup d'emplois. Mais je vais revenir sur ta question. En fait, en réalité, il faut voir les choses vraiment comme une chaîne. Comme une chaîne. Le service, il est très important. Tu vas beau créer une industrialisation, tu vas beau créer. S'il n'y a pas de service, s'il n'y a pas de besoin, effectivement, ça serait inutile dans ta zone. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc, les champions nationaux, on ne les décide pas. Les champions nationaux se décident. Donc, la priorité en Afrique, dans un premier temps, ça sera quoi? Ça serait effectivement de définir cette vision de formation, parce qu'on a besoin de former les populations. De former les populations, de former ces ingénieurs. Je suis tout à fait d'accord. On forme une bonne population, on crée un environnement d'affaires favorable, et tu vas voir qu'en réalité, l'industrialisation va se faire de manière vraiment automatique. Les gens seront capables les entrepreneurs vont créer des entreprises, vont voir des opportunités, ils seront inventifs sur des sujets, ils auront des compétences à leur disposition. De l'industrie va découler d'autres secteurs d'activité. D'autres secteurs d'activité qui vont créer un système dans la société. Et pourtant, aujourd'hui, c'est quoi les piliers essentiels pour créer une industrie forte en Afrique? Les piliers essentiels, c'est vraiment aujourd'hui la priorité, vraiment en Afrique, c'est vraiment deux choses. Une vision politique forte, une stratégie d'éducation dans le domaine de la technologie, de l'ingénierie, l'industrie 4.0, le numérique et tout ça, développer cette partie-là. C'est vrai quand on parle de numérique, on a le sentiment que c'est utilisé à mauvais escient en Afrique, parce que le numérique, aujourd'hui, un Africain sur deux a un smartphone. Donc, entre ça et s'intéresser au numérique en vrai, c'est vrai qu'il y a un petit gap, mais comment on fait pour pousser les jeunes africains à passer le cap d'être sur les réseaux sociaux, à apprendre à des vraies technologies, à faire plus pour la société? Comment on passe à... Bon, les jeunes africains ne sont pas que sur les réseaux sociaux. Hein. Ils vont me faire allumer, je sais ça. Non, ils ne sont pas que sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi un groupe de jeunes africains qui fait... bien sûr, comme toi, comme moi, comme les choses. Je veux dire même en Afrique. Par exemple, quand tu regardes Diamo, moi je suis parti en Côte d'Ivoire, quand moi j'ai vu la technologie Diamo, ça répond vraiment à une problématique vraiment locale de banque à distance. C'est extrêmement puissant. Donc il y a beaucoup de start-up africaines, parce que nous, Elite, avec Mania, les maisons africaines du numérique et de l'intelligence artificielle, on a essayé de regarder quelles sont les entreprises technologiques dans le domaine en Afrique, mais on était impressionnés. Le numérique bouge tellement fort en Afrique. Qu'est-ce qu'il leur manque pour impulser des dynamiques Non, les dynamiques sont impulsées, mais c'est pas vraiment communiqué. On ne communique pas vraiment très bien, mais vraiment, et c'est pas structuré, mais c'est vraiment impulsé. Une dynamique. Il y a une vraie dynamique dans le domaine du numérique en Afrique. Vous pensez que les États accompagnent ces entreprises-là? Il y a vraiment des choses. Alors, comment tu expliques selon toi, comment t'expliques le fait qu'on soit... Parce que tu disais au départ dans ton éducation qu'il y a un retard des économies africaines ou des populations africaines d'un point de vue technologique par rapport aux économies occidentales. Tu disais, aujourd'hui, il y a l'IA qui domine un peu partout, mais on n'a pas d'IA africain, etc. Je connais ces exemples-là. Donc quand tu me dis qu'on est plutôt, il y a une dynamique qui est en place, qui bouge, comment t'expliques alors ce gap-là? Non, mais là, comme je disais, je reviens toujours. Là, tu parlais de l'utilisation. Voilà, ça tu parlais de l'utilisation du numérique. Comment on utilise le numérique? Maintenant, il y a aussi créer des softwares, créer des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on se base sur des softwares qui sont développés ailleurs. On se base sur ça pour définir des choses adaptées à nos réalités locales. Donc ça c'est bon, si la partie utilisation, on n'avait pas des réseaux sociaux, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une certaine dynamique. Maintenant, créer un lien africain, ça vient. C'est des choses qui viennent. Il faut structurer ses compétences, on a le potentiel et ça va se faire. Il faut structurer vraiment ses compétences et puis les amener. C'est pour ça que nous, on a lancé Mania, on a compris ça. Mania, c'est quoi? Elite. Le club numérique a lancé Mania, les maisons africaines du numérique et de l'intelligence artificielle. Au sein de Mania, on a développé une méthodologie qu'on appelait FIVE. F, formation, I, innovation, V, veille et vulgarisation, et E, émulation. Donc, forcément, de manière systémique, on touche à tous les éléments importants et nécessaires pour développer le numérique dans nos pays, en Afrique. Et cet environnement a créé, vous allez voir,
une certaine émulation, une certaine structuration de la pensée. Si on a quelqu'un qui est extrêmement intelligent, et qu'on n'adapte pas son intelligence, on ne structure pas, on ne canalise pas cette intelligence, ça ne va pas... On ne la structure pas, voilà. C'est vrai que c'est un problème. C'est un problème, et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce qui arrive, c'est ce qui est en train de se faire. Et donc tu disais tout à l'heure que dans ton élection, tu disais que pour toi, il y a des piliers, tu en as cité deux, tu en as cité technologie et vision. Et c'était quoi les autres? Voilà, donc je disais que il faut vraiment une vraie politique. Voilà, une vraie politique, c'est-à-dire que, quand je dis c'est un contrat social, c'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement ou le président ait cette vision réelle de l'industrialisation avec un contrat social en se disant que nous, nos matières premières seront transformées par nous. C'est une phrase, une vision. Et après, maintenant, l'éducation, mettre en place, former des jeunes vraiment dans le domaine de la technologie. Et troisième, les entrepreneurs qui risquent l'environnement avec, comme ce que je disais, avec comme les Saint-Simon, c'est pousser des gens, c'est-à-dire des champions nationaux. Moi, je n'appelle pas un champion. Quand par exemple, quand on parle des champions, est-ce que quand tu viens en classe, dans une salle de classe, tu rentres aujourd'hui, tu es le professeur, et puis tu dis, bon, ok, c'est toi qui seras le champion de cette classe. Non, tu les mets en compétition, et puis il y a un qui sort, tu dis, ah ok, et puis maintenant tu le pousses. C'est ce que tu dois faire pour les champions nationaux. Tu viens, tu crées l'environnement. Et maintenant, tu vois celui qui se débrouille le mieux, qui s'en sort. Et puis maintenant, tu le pousses maintenant, et tu lui donnes le marché, et c'est lui qui devient le champion national. Mais tu ne choisis pas quelqu'un pour dire que c'est le champion national. D'accord. Et donc, pour toi, le champion national, la technologie, la vision. Et les champions en fonction des domaines. D'accord. Pour ça, c'est important ça pour créer une industrie. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui... Et puis un partenariat. Un partenariat avec qui? Un partenariat quand tu voilà. Quand la France a voulu s'industrialiser, avec beaucoup d'humilité, elle avait fait partenariat avec l'Angleterre. Et donc toi, tu penses que nous, on devrait avoir un partenariat avec qui? D'ailleurs, justement, en parlant de partenariat, parce que ça, c'est un sujet quand même assez sensible, quelques d'actualité. La France, partenaire historique de la Côte d'Ivoire, dans cette démarche-là, je pense que quelle est la vision que devraient adopter les pays africains, surtout subsahariens, dans cette vision d'industrialisation de nos territoires? Une vision pragmatique. Une vision pragmatique signifie, je discute avec toi, qu'est-ce que tu m'apportes et qu'est-ce que je t'apporte? Et regarder la balance, c'est tout. Donc, moi, je pense que le monde est simple. Donc le Mali, ils ont raison alors? Non, mais oui, mais quand je dis le Mali, raison dans quel sens? Ils ont dit on veut un partenariat gagnant-gagnant avec la France. Mais oui, c'est ce qu'ils disent, hein. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. C'est normal qu'ils réclament ce partenariat gagnant-gagnant. Seulement que quand on est dans un rapport de force, dans un partenariat, forcément, il y a forcément quelqu'un qui gagne moins que l'autre. Mais ça dépend de tes objectifs à court, moyen et long terme. On doit gérer les pays avec beaucoup de visions, beaucoup de stratégies. La stratégie répond à trois, en fonction, je vais parler sur le plan spatio-temporel, à trois éléments, à court, moyen et long terme. Par exemple, l'Algérie. Quand l'Algérie se rend compte que, quand l'Algérie prend son indépendance, l'Algérie s'est battue pour son indépendance. Quand l'Algérie se rend compte qu'aujourd'hui, elle ne peut pas forcément transformer son pétrole. Qu'est-ce que l'Algérie fait? L'Algérie laisse la France quand même gérer un peu. Et quand les Algériens commencent à créer des instituts de pétrole et ils commencent à remarquer qu'ils sont capables maintenant eux-mêmes de gérer le pétrole, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent la France. Mais au début, ils ont fait quand même un partenariat. Ils sont restés avec eux pour apprendre. Et quand ils ont su, ils ont dit, bon, ok, allez-y, c'est bon, on peut gérer. Et aujourd'hui, ils ont vraiment la force sur les choses. Donc, il faut vraiment gérer les choses de manière extrêmement intelligente. Et tant qu'il y voit rien, l'industrie du cacao, oui. Pourquoi à ce jour on n'a pas d'industrie forte qui soit installée en Côte d'Ivoire pour exploiter ce secteur qui est, entre guillemets, le poumon de l'économie ivoirienne? Mais le cacao, en réalité, c'est... Bon, on va répondre politiquement correct. On va dire que c'est une vision politique. Il n'y a pas une vision politique, mais en réalité, il y a une vision politique. Tu vois ce que je dis? C'est pas facile parce que le cacao n'appartient pas seulement à la Côte d'Ivoire. Les matières premières du cacao sont en Côte d'Ivoire. Mais les Européens consomment plus de cacao que nous. Donc en fait, c'est de l'or noir, comme on dit. Et donc,
ça a été quand même difficile pour un pays comme la Côte d'Ivoire, un petit pays comme la Côte d'Ivoire, de se positionner sur le plan industriel parce qu'il y avait des gens extrêmement forts, des industries extrêmement fortes. Mais je pense que c'est en train de changer. Aujourd'hui, on est en train de comprendre. Et comme je dis aussi, aujourd'hui, on est en train de monter en compétences. Qui va nous empêcher de créer une entreprise de cacao en Côte d'Ivoire? Mais si nous, on est capable de créer la machine de transformation, mais toi, tu ne vas pas te lever pour aller dire au gars qui a déjà sa machine de transformation, donne-moi ta machine, je vais mettre ça chez moi, il va pas te donner. Est-ce que l'État a les moyens? C'est pour ça qu'il appelle la co-industrialisation. Parce qu'en réalité, eux, ils avaient leur machine. Tu ne peux pas te donner leur machine pour que tu viennes au pays pour fabriquer. Donc on doit inventer les nôtres. On doit inventer, on doit créer. C'est ça, il faut former nos ingénieurs. Donc nos écoles, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui nos écoles sont aptes à ce genre de... ou les étudiants qui sortent de nos écoles sont aptes à ce genre de travaux? Oui, ils sont aptes, ils ont un potentiel. Maintenant, il faut créer l'environnement pour qu'ils puissent faire. Et il faut, comme j'ai dit, il faut faire un partenariat. Il ne faut pas en mentir. Il ne faut pas réinventer des choses. Il y a des technologies qui existent, il faut les comprendre, il faut des partenariats et savoir les faire. Et puis après, améliorer et adapter à nos systèmes. Il y a des technologies qui existent aujourd'hui. Il y a des moteurs électriques, il y a tous ces éléments. Dans cette démarche d'industrialisation, on voit de plus en plus des pays africains, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui disaient qu'on veut diversifier nos partenariats avec d'autres pays comme la Russie, la Chine, etc. Et on voit que dans cette démarche-là, il y a beaucoup de pays africains qui accusent justement, ou injustement, si vous voulez, la France d'être à la base de leur problème d'industrialisation, de développement de leur territoire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que c'est une question politique, hein. Oui, comme ça, quand même une question plus ou moins économique aussi, donc j'ai envie de savoir ton point de vue. Non, mais en fait, moi je pense que on a toujours une part de responsabilité. On a toujours une part de responsabilité. Moi, c'est ça ma réponse. On a toujours, je répète 3 fois, mais on a toujours une part de responsabilité. On ne peut pas dire qu'un seul pays est seulement est la base de tous nos problèmes. On a toujours une part de responsabilité parce qu'on a pris des décisions. Je ne sais pas si c'est bien de dire ce genre de choses, mais je pense qu'à un moment, on accuse la France quand on a l'impression que, en fait, quand nos gouvernements, nos leaders, quand ils ne sont plus d'accord avec la France, ils essaient de commencer à accuser la France. Même si ça existe, c'est factuel. Hein. Ils disent, ah, nos problèmes, c'est la France, pour un peu faire un peu ce qu'on appelle en bon français le captatio bene voluntarie. Captatio bene voluntarie, c'est lorsque quelqu'un dit ce que les autres ont envie d'entendre. Et quand ils disent ça, effectivement, on va dire, ah ouais, donc voilà, effectivement, c'était la France et tout ça. La France, c'est du fait du populisme. Mais c'est vrai que ça existe, il faut le traiter. C'est un sujet qu'il faut traiter. Et pour traiter le sujet, il est complexe. Il est très complexe. On a vu aujourd'hui la France, qui avait commandé les sous-marins avec l'Australie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis sont passés derrière. Ils ont pris le contrat. Qu'est-ce que la France a fait? La France a baillé. Et puis, le problème, il est où? Parce que les États-Unis, c'est un pays plus fort que la France. Donc, c'est de manière relative. Donc, c'est cette souveraineté d'abord qu'il faut créer, de par la formation, d'identifier ce que le négociateur William Ury disait dans son livre Comment négocier avec les gens difficiles, la Mésor, c'est-à-dire notre monnaie d'échange. Quelles sont nos monnaies d'échange? Qu'est-ce qu'on a de fort? Justement, nos monnaies d'échange, ce sont nos économies, c'est de nos matières premières. Ouais. Moi je dis souvent, ce sont nos ressources humaines, parce que je trouve qu'on a une ressource humaine très forte en Afrique sans qu'on s'en rende compte. La preuve, tellement on est ici, on travaille ici, il y a des jeunes africains qui sont partout dans le monde entier, qui occupent des postes intéressants, qui participent au développement des pays. Et je trouve malheureux qu'aujourd'hui, on ne puisse pas s'en servir, par exemple. Donc il y a la ressource humaine, il y a d'autres choses qui vont avec. Mais je comprends, le point de vue s'entend. Et moi, ça me permet de rebondir sur une question qui me paraît essentielle. Je sais que tu es ivoirien, et à l'échéance des élections, à 10 mois des élections de la Côte d'Ivoire bientôt, pour toi, quelle est la vision que devrait porter les futurs candidats qui se rapproche évidemment du sujet qu'on est en train de débattre en ce moment. Quelle est la vision industrielle qui devrait porter, quelle est la vision économique que devraient porter ces personnes-là, ces futurs candidats? En gros, quel est le bon candidat pour toi?
quel est... Le bon candidat, j'ai pas besoin de nom. Je ne demande pas. Je dirais juste, c'est quoi pour toi le bon candidat? Non, le bon candidat, c'est celui qui définit aujourd'hui une vision centrée sur l'humain. Sur l'humain. Parce que tout simplement. Ouais, sur l'humain. Parce qu'aujourd'hui, il faut travailler l'humain. L'humain, c'est quoi? L'humain, c'est l'éducation. L'humain, c'est créer une économie inclusive. Justement, l'industrialisation doit se faire de manière inclusive. Si l'industrialisation n'est pas inclusive, ça ne sera pas une bonne industrialisation, surtout en Afrique. Donc, pour aujourd'hui, le bon candidat, en tout cas en Côte d'Ivoire, pour moi, ce dont nous avons vraiment besoin en ce moment, c'est une vision centrée sur le capital humain. Sur le capital humain. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par capital humain? Capital humain, c'est se concentrer sur d'abord la formation. D'accord. Créer. C'est-à-dire créer toutes les actions, mettre en place toutes les actions qui permettent vraiment, qui se focalisent sur vraiment l'amélioration des conditions de vie des populations et une toute stratégie qui permet vraiment de distribuer la richesse, évidemment de manière pas forcément égale, mais de manière équitable. Et créer ce qu'on appelle une égalité des chances. C'est-à-dire que le fils qui vient de Treichville ou d'Abobo, dont les parents ne sont même pas partis à l'école, qui dans la société, chez nous, dans notre société, ce que l'État lui propose à minima, puisse l'amener à aboutir, à sortir, enfin, avec quand même un travail, une famille, et pouvoir travailler tranquillement. Sans forcément avoir la barrière financière de ne pas pouvoir poursuivre ses études. Tout le monde doit pouvoir aller à l'école. Tout le monde doit pouvoir travailler. Tout le monde doit pouvoir... Voilà, en fait, c'est ça, c'est créer l'égalité des chances. Donc, on doit être dans une société qui fait que si tu n'as pas réussi, c'est toi-même qui dois te mettre dans la tête que c'est ta faute, en fait, en réalité. C'est ça que j'appelle une vision centrée sur l'humain. D'accord. Et est-ce que tu penses pas que c'est... en général, les gouvernements durent 5 ans ou 10 ans, donc 2 mandats, dans la logique des choses. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une telle vision est plutôt utopique en 5-10 ans? Oui, quand tu posais la question, j'avais pensé au mot que tu avais dit utopique. Non, c'est pas utopique en 5-10 ans. L'État est une continuité. Houphouët-Boigny avait déjà commencé ça. Nos parents, aujourd'hui, c'est-à-dire les anciens, ils sont partis à l'école, vraiment, parce que la carte de bus, c'était gratuite. À un moment donné, c'était 3 000. Je ne sais pas aujourd'hui, c'est combien. Moi, je viens de Treichville. Mes 2 parents ne sont pas partis à l'école. J'ai toujours fait l'école publique. Je n'ai jamais fait l'école privée. Bon, aujourd'hui, je suis diplômé de l'école des mines. Je suis responsable d'opérations maritimes adjoint pour la région Inde, Moyen-Orient, Afrique. Je suis au siège de mon entreprise, c'est-à-dire en haut niveau des postes. Mais c'est la promotion de l'excellence et des bourses que l'État a proposées c'est ça qui a fait que je suis arrivé à ce niveau aujourd'hui. Donc c'est ça, parce que je n'ai pas dit que je suis l'un des plus intelligents de la Côte d'Ivoire, mais je pense qu'à un moment donné, j'avais pris conscience qu'il fallait que je travaille. Voilà. C'est vraiment ça qu'il faut créer. Et ça, on peut se mettre en place dans 5 ans. Et maintenant, ça va venir être une continuité. Par exemple, Maman Ouattara a travaillé beaucoup sur la partie infrastructure et tout ça, donc ça va continuer. Il faut aujourd'hui centrer ce développement sur l'humain, toutes choses étant perfectibles. Voilà, donc c'est possible, c'est pas utopique. Ok, d'accord. Justement, je pense que c'est la chose même des hôpitaux, c'est la chose qu'on peut mettre beaucoup plus facilement. D'accord. Ok, non, mais je partage plus ou moins ta vision à ce niveau-là. Et toi, tu penses qu'aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'État, financièrement parlant, a les moyens de financer ce type de... Oui, largement, l'État a moyen de parfois j'entends parfois des politiciens disent il faut faire ça. D'accord, c'est une vision que tu portes. Mais l'argent, tu la trouves où pour faire ça? Non, mais l'État a eu des moyens pour faire beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, bien sûr. Voilà, donc franchement, si c'est pour créer les écoles, créer un environnement professionnel, créer, faire des partenariats avec les entreprises pour permettre aux jeunes de faire des stages, des alternances, aider les jeunes entre 14 ou entre 10 et 20 ans, ou les intégrer comme on peut les politiques ici pour amener les jeunes à intégrer, à faire des activités culturelles. Non, l'État a les moyens pour ça. Quand l'État veut, l'État peut.
Donc pourtant, aujourd'hui, en Afrique, les États ont les moyens de pouvoir mettre en place des processus d'industrialisation. Est-ce qu'il n'y a pas des questions de géopolitique et des questions, par exemple, géopolitiques qui peuvent impacter ou entacher cette démarche d'industrialisation dans les pays africains? Je pense que oui, c'est clair. C'est clair. Ça, il n'y a pas que de l'argent aujourd'hui. Il y a aussi ces relations entre les États, entre les gouvernements qui parfois peuvent être un frein dans ce processus d'industrialisation. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je disais qu'il faut un partenariat. Maintenant, dans la sous-région, je pense que ce risque est minime. Maintenant, je pense que les problèmes vont venir beaucoup plus tous les pays développés sous l'influence parce qu'on n'a pas intérêt à s'industrialiser. Personne n'aura plus besoin de ça. Aujourd'hui, la Côte va plus ou moins fermer ses frontières avec ses pays frontaliers. Non. Plus ou moins. Non, Mali, tous ces pays-là ne vont pas nous empêcher de nous industrialiser. C'est pour ça que le risque est peut-être impacter que notre industrie, certaines industries ne fonctionnent correctement. Non, sinon le risque est minime. Le risque est minime en matière d'économie. Regarde par exemple même l'électricité, il y a une distribution entre le Mali et la Côte d'Ivoire malgré les tensions qui puissent exister. Et puis ça, ce sont des choses qui sont éphémères. La vision de l'industrialisation, c'est une vision qui est lointaine. Ce genre de problématiques, ce sont des choses qui sont éphémères, ça va finir parce que le gouvernement change et tout change. Tout est dynamique. Tout est dynamique. Et nous sommes vraiment très proches. Et donc je pense que ça va se régler. Ça va se régler. L'industrialisation est une vision vraiment à long terme. C'est quelque chose qui se met en place. Lorsque ça se lance, ça se lance. En tout cas, c'est très bien. J'entends très bien ton point de vue sur la question. Et si tu devais faire un résumé global de ta vision sur l'industrialisation avant de conclure ce podcast? L'industrialisation. Moi, je pense que il y a une phrase assez intéressante que je veux dire qui me paraît vraiment extrêmement intéressant. Pour moi, chaque personne doit s'engager. Et j'ai dit un contrat social. Voilà, un contrat social. Et je l'ai dit dès le départ. Je disais que, en réalité, l'action de l'État est une condition qui est nécessaire, mais n'est pas suffisante. La question du développement de l'Afrique ne peut pas s'aborder sous un seul angle. C'est complexe. Et quand un système est complexe, il faut que plusieurs éléments s'associent. Quand la Chine a voulu se développer, toute la Chine s'est levée pour se mettre. Donc, ce que tu fais, Martelly, en faisant la promotion de l'économie et de la finance à travers ton podcast, c'est une initiative d'intellect. Exactement. Donc, il faut que chaque jeune en Afrique se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? À mon échelle. À mon échelle. Et comme disait, j'aime bien dans l'industrialisation le saint-simonisme, comme il disait, à chacun sa capacité et à chaque capacité selon ses œuvres. On va s'arrêter cette phrase, c'est une très belle phrase. Merci. En tout cas, merci Mohamed pour ce cadeau, ce moment de jouissance intellectuelle. On était très ravis de te recevoir à notre podcast et puis j'espère qu'on pourra te recevoir une autre fois sur un autre sujet qui pourrait édifier nos éditeurs. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était très intéressant. Merci.